Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine L'Homme et son environnement. Dans ce premier numéro de votre magazine, nous allons essentiellement parler de la 15e conférence des partis sur les changements climatiques qui s'est tenue du 7 au 18 décembre 2009 à Copenhague au Danemark. Tenez-vous bien, plus de 15 000 personnes ont pris part à cette 15e conférence, dont plus de 100 chefs d'État. Les détails dans ce reportage. Plus de 15 000 personnes ont pris d'assaut la capitale du Danemark, Copenhague, pendant 15 jours, du 7 au 19 décembre 2009. Et pour cause, la 15e conférence des partis sur les changements climatiques. Un concept qui fait bouger tout le monde entier actuellement et dont les conséquences sont bien visibles sur les populations et notamment celles du Sud. Elle qui pollue moins, mais c'est l'Afrique qui paye le plus lourd tribut des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi cette 15e conférence devrait aboutir à un accord global sur des points précis, notamment les financements des projets relatifs à l'adaptation aux effets des changements climatiques. En tout cas, cette 15e conférence a enregistré la présence de plus de 120 chefs d'État. Tous sont venus pour discuter des conséquences liées aux effets des changements climatiques et envisager des mesures à prendre. Je voudrais vous parler de l'impact négatif des changements climatiques sur mon pays, le Mali. Le Mali est un pays soudainement sahélien et saharien, mais retenons que la partie sahélo-saharienne occupe près de 2 tiers de la superficie du Mali, qui compte 1 240 000 km². Mais la tragédie, c'est l'avancée du désert qui devient un trait dominant de l'évolution climatique avec ses conséquences. Quelles conséquences, mesdames et messieurs? D'abord, ce sont nos villages et nos hameaux qui disparaissent, avalés par le sable. C'est l'achèvement des points d'eau avec toutes les conséquences requises. C'est l'envahissement progressif des terres de culture. C'est l'ensablement de nos lacs et surtout les voies d'accès à ces lacs. C'est la déforestation à grande échelle pour permettre de faire place à de nouveaux champs qui ont été déjà envahis par le sable, ce qui nous permet aussi, dans certains cas, de déforester pour couvrir nos besoins énergétiques. Au Mali, comme dans tous les pays du Sahel, la sécheresse est endémique. Dans certaines années, qui sont rares, nous avons quelques pluies. Mais pour la plupart du temps, nous vivons dans un déficit chronique, pluviométrique reculant. Et même si nous avons des pluies, elles sont mal réparties. Parfois, c'est des inondations, destruction de l'habitat et de nos biens agricoles. Au Mali, comme dans toute la zone du Sahel, l'insécurité alimentaire est une menace permanente. Nos efforts ne sont pas toujours récompensés, malgré l'assiduité et surtout malgré le courage et la bravoure de nos braves agriculteurs. Nos efforts ne sont pas récompensés pour permettre de couvrir nos besoins alimentaires. La priorité des priorités pour nos gouvernements devient alors comment faire en sorte que nos populations puissent accéder à des produits alimentaires pour couvrir notre déficit alimentaire qui est chronique. Nous sommes obligés de recourir au marché mondial, de plus en plus spéculatif. Le souvenir de la hausse vertigineuse des prix en 2007 reste encore gravé dans nos mémoires. Mesdames et messieurs, un livre, encore moins un discours, ne suffirait pas à raconter les épreuves que les changements climatiques font vivre aux populations du Sahel. Il est difficile de dire que Copenhague a été totalement un échec. Le Mali souhaite que cette conférence historique de Copenhague parvienne à un accord satisfaisant, équilibré, de lutte contre les changements climatiques. Il s'agit entre autres, comme point de proposition, de coopérer pour que nos pays puissent mettre au point des politiques nationales en vue de réduire
d'au moins 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2019 et 90%, pourquoi ne pas être ambitieux comme on l'a dit, pour 2050. D'inclure les changements climatiques dans nos stratégies de développement, développer notre coopération pour le transfert des technologies liées au changement climatique. Mais, mesdames et messieurs, le Mali propose avec beaucoup d'instance, et c'est là avec beaucoup d'insistance, que le développement agricole doit être au centre des solutions pour atténuer les effets néfastes du changement climatique. Soutenir les initiatives qui contribuent à une gestion responsable et durable des forêts et la lutte contre la désertification. Mais, mesdames et messieurs, depuis la famille et à l'école, nous devons prendre toutes les dispositions pour former, à partir de maintenant et pour toujours, l'éco-citoyen. Il faut apprendre aux enfants dès maintenant quelles sont ses conséquences. Parce que ce ne sont pas seulement les effets du changement climatique, mais il faut reconnaître aussi et le dire avec honnêteté, il y a l'effet de l'homme. L'homme également participe dans une phase pas aussi importante, mais l'homme aussi participe à la dégradation de son climat. Comment voulez-vous comprendre que dans un village malien, on coupe un arbre de 50 ans pour en faire tout simplement un tam-tam? Et c'est une Afrique décidée, cette fois-ci, qui vient avec une seule voix poser le problème tout en évitant la politique de la main tendue. L'accord prévoit que, au plus tard, le 31 janvier, ce qui n'a pas pu être fait à Copenhague, c'est-à-dire obtenir les niveaux d'engagement des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de la part des pays développés, puisse être concrétisé. Que chaque pays, au plus tard le 31 janvier, puisse déposer ses intentions de réduction des gaz à effet de serre. Et également, l'accord prévoit un financement immédiat de l'ordre de 30 milliards d'ici 2012, à raison de 10 milliards par an, pour venir en appui aux actions d'adaptation et d'atténuation menées particulièrement par les pays les plus vulnérables. Et il est prévu que ce financement soit porté à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et la préoccupation qui est au cœur de tout ça, qui sous-tend tout ça, c'est celle qui consiste à faire en sorte de limiter l'augmentation des températures à une fourchette en dessous de 2 degrés. On s'est à négocier depuis 2 années dans le cadre d'un processus de 2 négociations parallèles, le protocole de Kyoto et le plan d'action de Bali. Et l'Afrique attend à ce qu'il y ait 2 résultats concrets et légaux dans cette COP, cette 15e conférence des parties ici à Copenhague, et ne participera jamais dans la mort du protocole de Kyoto. L'Afrique est venue ici pour obtenir un accord à Copenhague. Seulement, il faut savoir que cet accord, nous le voulons équitable et surtout ambitieux. Et donc, l'Afrique a fait un certain nombre de propositions qui sont sur la table et ces propositions doivent être prises en compte au même titre que toutes les autres propositions. Le protocole de Kyoto a été adopté au Japon le 11 décembre 1997 avec pour objectif majeur d'obliger les pays développés qui sont les parties de l'annexe 1 à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en moyenne de 5,2% entre 2008 et 2012. Donc, comme vous le savez, le Mali a participé à cette 15e conférence des parties sur les changements climatiques. Et sur place, le Mali a eu droit à une projection de film sur la gestion durable des terres. Suivez ce film.
Le Mali est un pays semi-aride situé en Afrique de l'Ouest. Il a une superficie de 1 241 000 km² pour une population de près de 14 millions d'habitants. La diminution de la production agricole est due en partie au changement climatique, avec pour conséquence la dégradation des sols, l'érosion, la sécheresse et autres calamités naturelles. Pour s'adapter à cette nouvelle donne, la gestion durable des terres apparaît aujourd'hui comme une approche idoine pour mettre en synergie différents secteurs. Le changement climatique peut ouvrir de nouvelles perspectives pour les pratiques productives et la gestion durable des terres à travers le reboisement, la gestion améliorée des ressources en eau, la gestion intégrée de la fertilité des sols, l'agroforesterie et la gestion améliorée des pâturages. Nous sommes ici à Ouan, dans la région de Ségou. Cette parcelle stérile a été abandonnée depuis des décennies. Aujourd'hui, l'espoir renaît peu à peu grâce au projet de récupération des eaux de pluie. Il y a plus de 50 ans qu'on ne cultive pas ici. Même l'herbe n'y pousse pas. Avec le projet, nous avons fait beaucoup de cordons pierreux et procédé à la sémence. Nous avons beaucoup produit, ce qui veut dire que le projet a été avantageux pour nous. On a été beaucoup aidé par la Direction nationale des eaux et forêts, la coopération allemande et le PAM, Programme alimentaire mondial. Oui, PAM. Vraiment, on a eu coup de force de barren. Nous, sabat magiga, quelqu'un barren tout sabat. Cette technique est une expérience originale conduite par la Direction nationale des eaux et forêts avec l'accompagnement de la coopération technique allemande et le Programme alimentaire mondial, la PAM. Les femmes ont beaucoup participé à la réalisation de ce projet cette année, à travers le transport de l'eau et des pierres. Ce champ de mil était jadis un terrain de football pour les enfants. Aujourd'hui, la végétation reprend progressivement. Des récoltes sont même attendues. Nous avons installé justement un dispositif qui permet de collecter les eaux de pluie et de les convertir en infiltration. Le dispositif comprend les diguettes qui sont tracées le long des courbes de niveau. Après, les diguettes sont situées au niveau du plateau, mais en aval, nous avons installé au niveau des champs, des tranchées, pour collecter les eaux de pluie. Le but visé, c'est d'abord convertir l'eau de ruissellement en infiltration, améliorer la production agricole au niveau des champs, protéger les infrastructures, la route nationale et le village, et aussi créer des revenus pour les populations. Cette opération a également permis de protéger le village contre les inondations. Les eaux de pluie qui descendaient sur le village ont été bloquées par ces tranchées, sans quoi c'est la catastrophe. De ce fait, nous avons vu l'importance du projet. Les endroits où les herbes ne poussaient plus, ces lieux sont aujourd'hui cultivables grâce au projet. Tayo est un village du cercle de Tomian. Les grands arbres disparaissent petit à petit. Pour restaurer la végétation, les populations pratiquent la méthode Plaza, c'est-à-dire planter sans arroser. Une technique simple avec plein d'avantages. La méthode Plaza, c'est une technique de plantation innovante qui a pour objet au jour d'aujourd'hui de permettre aux paysans de planter des arbres et les réussir au-delà même de la période hivernale. Le changement climatique a une cause dans tout ce que nous sommes en train de voir présentement. Et nous aussi, on a intérêt à faire en sorte que face à cette insuffisance de pluie, de faire en sorte que nos espèces qui sont là s'adaptent à ces changements de comportement, à ces changements climatiques. On a intérêt à avoir des arbres qui puissent aussi utiliser le minimum d'eau possible. Imaginez à travers la méthode Plaza que l'on plante un arbre, il n'a besoin que d'1 litre d'eau par semaine. C'est une forme d'adaptation pour ce végétal. Il est très utile.
la plaza. L'érosion est en train de ravager toute la couche de la terre. Donc c'est ce qui nous a poussé vraiment à faire la plantation et à partir de la plaza. Ce bosquet, comme tant d'autres dans la région, est entretenu et exploité par des particuliers. Une véritable riposte aux effets des changements climatiques. À Badjangara, dans la région de Mopti, l'environnement est d'une grande hostilité. Les activités agricoles se font difficilement. Les populations, appuyées par certains partenaires, ont été formées à la technique des cordons pierreux. Cette technique est devenue systématique sur l'ensemble du plateau d'Ogon. Cela permet de régénérer la terre et augmenter les superficies cultivables. Ces champs ont été récupérés grâce aux dispositifs mis en place. L'impact de la réalisation est visible. On voit que la végétation a vraiment augmenté, que ce soit au niveau des arbres. On voit que le nombre d'arbres a augmenté. Et auparavant, on ne voyait même pas d'herbes ici. On voit maintenant que les herbes sont vraiment là, très denses. Et c'est là au profit des animaux. Et on voit même que l'érosion a beaucoup diminué. Le changement climatique a un impact sur la gestion des ressources naturelles. Parce que qui parle de gestion des ressources naturelles parle de beaucoup de choses. Et en premier lieu, on voit automatiquement, nous les paysans, on voit la pluie. La pluviométrie diminue d'année en année. On a des réponses quand même très locales. C'est de pouvoir faire surtout réaliser des actions de cordons, faire des reboisements, avoir des zones de mise en défense et puis comment avoir des semences hâtives pour pouvoir répondre à ces problèmes. Dans une zone où les parcelles cultivables sont insuffisantes, les cordons pierreux suscitent de l'engouement auprès des populations. Un motif réel pour fixer les jeunes. La lutte contre l'érosion en faisant les cordons pierreux permet d'augmenter les superficies cultivables parce qu'ici sur le plateau il y a une insuffisance de terres cultivables. En augmentant également les superficies cultivables, c'est un moyen de retenir, de maintenir les jeunes parce qu'ils ont des superficies pour mener leur activité. Ces digues permettent la restauration du sol. Il y a une remarque nette sur l'augmentation de la productivité. Les changements climatiques jouent sur notre production. Le Mali est un pays à vocation agro-silvo-pastorale. L'agrométéorologie y joue un rôle fondamental. L'agrométéorologie a entrepris, suite aux sécheresses des années 70, d'assister le paysan malien à mieux utiliser les conditions favorables du temps et du climat, au maximum éviter les conséquences défavorables du temps et du climat. Ceci a permis de mettre en œuvre un système d'information qui fournit des conseils aux paysans depuis le semis jusqu'à la récolte. Actuellement, les informations météorologiques sont fournies à travers la radio à l'ensemble des paysans du Mali. Sur la base de l'expérience du Mali, d'autres pays sahéliens ont obtenu des résultats concluants. Le système d'information que nous avons permet de renforcer la capacité du paysan à faire face au changement climatique. Pour une meilleure production, les chercheurs ont mis au point de nouvelles variétés de semences adaptées aux conditions climatiques. Nous avons aujourd'hui des variétés qu'on appelle Diakoumbe en Bambara, des variétés résistantes ou tolérantes à la sécheresse. Il y a des variétés disponibles de sorgho aujourd'hui qui permettent d'être mis à la disposition des paysans. Nous faisons tout pour que les variétés aient un cycle qui ne dépasse pas 90 jours. Tout ça, c'est des stratégies d'adaptation. On a quelques résultats déjà disponibles dans la bande sahélienne du Mali. Nous avons des variétés de moins de 90 jours. Nous avons des variétés de maïs de 70, même de 65 jours dans certains cas. Tout ça, c'est pour que le paysan puisse récolter quelque chose, quelle que soit la situation pluviométrique de l'année. Pour mettre en œuvre l'ensemble de ce mécanisme, les populations sont soutenues par certains partenaires, dont la GTZ. L'organisation allemande a développé le climate proofing
au titre de l'intégration du changement climatique dans ses activités. L'objectif est double: réduire les risques que peut comporter le changement climatique et optimiser les contributions des programmes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est dire que malgré les conditions défavorables, les populations locales tentent au mieux de s'adapter à la nouvelle donne. Mais le plus souvent, elles se trouvent confrontées à des problèmes financiers. Cela pour satisfaire leurs besoins en matériel de travail, ce qui ralentit, voire brise leur élan. Et les autorités maliennes estiment que la gestion durable des terres peut être une réponse aux effets des changements climatiques. La gestion durable des terres est la réponse la plus appropriée parce que nous avons déjà, avec le changement climatique des terres qui se dégradent très rapidement, et en dehors des changements climatiques, avec l'action anthropique et la pression animale, les terres se dégradent. Donc, la réponse la plus appropriée, c'est d'aller vers cette notion de gestion durable des terres qui permet de restaurer les terres, de les utiliser pour satisfaire les besoins d'aujourd'hui et pour créer la chance qu'elles soient utilisables pour demain. Donc aujourd'hui, je pense que la gestion durable se connecte de façon appropriée à tout ce qui se fait aujourd'hui pour faire le développement sur des bases durables. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez bien, parler de développement seulement ne suffit plus. Parce qu'on a vu où est-ce que le développement tout seul a mené. Il faut aujourd'hui un développement durable, quel que soit le domaine d'activité. L'espoir est permis, même si il y a des situations difficiles. Il y a des questions sur lesquelles les positions sont assez éloignées, mais je pense que le processus étant en cours, il n'y a pas à désespérer. Il y a certainement de fortes chances qu'on puisse aboutir par rapport à l'essentiel, à des accords permettant de sauver, comme on le dit souvent, la planète et donc l'avenir. L'équipe technique est dans un processus d'élaboration des cadres stratégiques d'investissement en matière de gestion durable des terres. À travers vraiment l'élaboration de ce cadre stratégique, l'équipe technique a eu à identifier vraiment pour l'instant 60 pratiques pour l'adaptation au changement climatique. Ces techniques portent sur plusieurs volets, ça s'appelle l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche. Et ces techniques, on a vu que généralement par rapport au changement climatique, ces pratiques ou bien ces techniques permettent vraiment d'adapter vraiment les pratiques et bien les pratiques culturelles vraiment en fonction vraiment du climat qui existe actuellement. En réalité, par rapport au cadre stratégique d'investissement, tout ce qu'il y a comme goulot d'étranglement, nous pensons que en les mettant en œuvre, en les démultipliant en fonction des zones écologiques, parce qu'il y a certaines pratiques ou certaines techniques qu'on ne peut pas utiliser dans certaines zones en fonction vraiment de certains critères. Donc en amplifiant ces pratiques et ces techniques, je pense très bien que vraiment on peut vraiment faire face aux effets des changements climatiques. On peut prendre l'exemple surtout par rapport au cordon pierreux, que c'est une technique ancestrale pratiquement dans la zone, dans la région du pays d'Oran. Et maintenant on voit que vraiment tant qu'on n'amplifie pas ces techniques-là, vraiment les paysans d'Oran, de la zone de Banyagra ne pourront plus avoir des terres cultivables, ils seront obligés de migrer, d'être des migrants au niveau de leur propre terroir, ou bien de leur propre pays.
Le Mali, effectivement, avec l'appui de notre coopération, a l'occasion d'introduire une sorte de mainstreaming au niveau national, au niveau des programmes et projets, et envisage d'aller jusqu'au niveau communal. Et je pense que ce que le Mali fait actuellement dans ce contexte, c'est assez innovateur, parce que c'est non seulement partant des expériences, soit à l'adaptation ou à l'aléa climatique qu'on connaît dans le pays sahélien depuis très longtemps, nous regardons encore avec cette exigence particulière que maintenant le changement climatique impose à ces pays, comment faire en sorte de screening de projets existants. Et donc M. Dembélé a eu l'occasion de comparer un peu ou de souligner un peu ces différentes expériences qui permet aujourd'hui de relier jusqu'à une insertion, une sorte de climate proofing au niveau de politique en cours et aussi peut-être même insérer cet aspect dans le nouveau CSRP qui va commencer à rentrer dans la phase préparatoire l'année prochaine. Et la coopération allemande appuie le Mali effectivement depuis très longtemps. En fait, la coopération allemande est tenue à un certain moment donné aussi laisser la place à d'autres collègues. Mais je pense que ce que nous faisons actuellement, c'est appuyer le ministère à être doté des outils qui le permettent d'assurer cette exigence mainstreaming dans toutes les politiques sectorielles et que nous appuyons l'ancrage institutionnel de ces expériences. Donc, en fait, former des équipes intersectorielles qui sont en mesure de continuer la réflexion, même si l'Allemagne cède la place à notre partenaire technique et financier. En tout cas, on peut le dire, Copenhague n'a pas comblé les attentes. Le président américain, qui était le plus attendu de ce sommet, a juste annoncé que les pays doivent prendre des mesures agressives pour combattre le réchauffement climatique dans l'avenir. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce premier numéro de votre magazine L'Homme et son environnement. Comme vous l'avez constaté, ce premier numéro était exclusivement consacré à la 15e conférence des parties sur les changements climatiques qui s'est tenue du 7 au 19 décembre 2009 à Copenhague, au Danemark. On se donne donc rendez-vous pour le deuxième numéro qui sera consacré à la prolifération des déchets plastiques qui causent d'énormes dégâts dans notre environnement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision nationale du Mali.